Et si je te disais qu'on peut acheter un bien sans passer par une banque? Pas un plan magique. Un vrai montage légal utilisé de plus en plus, le crédit vendeur. Mais attention, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et si c'est mal fait, ça peut se retourner contre l'acheteur, comme contre le vendeur. Le crédit vendeur, c'est simple. Au lieu que la banque prête à l'acheteur, c'est le vendeur qui fait crédit. Concrètement, l'acheteur paye une partie du prix tout de suite, puis le reste en plusieurs mensualités, ou selon un échéancier, parfois avec des intérêts. Pourquoi ça revient sur le devant de la scène? Parce que l'accès au crédit immobilier est devenu plus compliqué. Dossier plus strict, apport demandé, règles d'endettement, etc. Pour le vendeur, c'est une manière d'éviter une décote importante sur le prix du bien, en permettant à l'acheteur de contourner le système bancaire et de réduire une partie des intérêts. Du coup, certains vendeurs acceptent de jouer le rôle de la banque, pour faciliter la vente. À ce jour, le volume des ventes en crédit vendeur reste marginal. Mais on remarque une augmentation de cette pratique sur la fin de l'année 2025. Maintenant, la réalité. Dans la grande majorité des cas, le crédit vendeur ne finance pas 100% du bien. En pratique, on voit souvent un crédit vendeur qui représente environ 30 à 50% du prix et le reste doit être payé au comptant ou via un autre financement dès la signature de l'acte d'achat. Autrement dit, cela nécessite un gros apport initial. Donc oui, ça se démocratise, mais ça reste surtout une solution pour des acheteurs qui ont déjà un apport important ou une capacité à financer une grosse partie autrement. Autre point clé, la durée. Un crédit vendeur est généralement plus court qu'un crédit bancaire classique sur 20 ou 25 ans. On parle souvent de durée de l'ordre de 1 à 7 ans, parfois moins selon les deals. Pourquoi? Parce que le vendeur ne veut pas attendre 20 ans pour récupérer son argent. Et ça veut dire une chose, les mensualités peuvent être élevées. Il faut donc une capacité de remboursement solide. Et la grosse question, si l'acheteur ne paye pas, il se passe quoi? Justement, le montage se sécurise avec le notaire via des garanties très concrètes. D'abord, on retrouve souvent une clause résolutoire, une clause qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement, la vente peut être résolue, autrement dit, annulée, selon un scénario écrit à l'avance. Typiquement, si l'acheteur ne paye pas, le vendeur peut enclencher la procédure prévue au contrat et récupérer le bien, parfois avec une indemnité d'occupation pour la période où l'acheteur a occupé le logement. Et attention, récupérer le bien ne veut pas forcément dire garder tout l'argent déjà encaissé. En cas de résolution, le principe est souvent de remettre les compteurs à zéro, le vendeur reprend le bien et doit en général restituer tout ou partie des sommes perçues. Mais il peut en retenir une part si l'acte le prévoit, comme une indemnité d'occupation, des pénalités, des intérêts ou des frais. Ensuite, on peut sécuriser le vendeur avec un privilège du vendeur inscrit sur le bien. Tant que le prix n'est pas totalement payé, le vendeur conserve une priorité sur l'immeuble vendu. Concrètement, si le bien doit être revendu ou saisi, le vendeur est prioritaire pour être payé sur le prix de revente, à condition que le notaire ait bien publié cette garantie. Et selon les dossiers, le vendeur peut aussi demander d'autres protections. Une hypothèque sur le bien, une caution solidaire, une assurance décès ou invalidité au bénéfice du vendeur, ou une clause d'exigibilité anticipée. Au premier impayé, tout le solde devient immédiatement dû. Traduction simple, ce n'est pas un prêt entre potes. C'est encadré, contractualisé chez le notaire et le vendeur peut être très protégé, à condition que ce soit bien rédigé et bien sécurisé. Alors l'assurance. Est-ce qu'une assurance emprunteur s'applique comme pour un prêt bancaire? Oui, on peut mettre une assurance en place et c'est même souvent exigé par le vendeur. Typiquement, une couverture décès ou invalidité au profit du vendeur pour qu'il soit remboursé si l'acheteur décède ou devient invalide. Mais nuance importante, ce n'est pas une banque, donc ce n'est pas automatique. C'est contractuel. Ça se négocie et ça se prévoit dans l'acte. Et le vendeur peut refuser si l'acheteur ne s'assure pas. Donc la bonne réponse, l'assurance peut s'appliquer, mais il faut la prévoir explicitement et la souscrire comme une assurance couvrant un prêt. Souvent décès et PTIA, et parfois incapacité ou invalidité. Maintenant, on récapitule les avantages et les risques côté acheteur, côté vendeur. Pour l'acheteur, les avantages: accéder au bien si la banque refuse ou si le dossier est limite, et négocier de manière plus flexible la durée, les échéances et parfois le taux. Pour l'acheteur, les inconvénients: il faut souvent un gros apport,
souvent 30 à 50%. La durée est plus courte, donc les mensualités sont plus lourdes. Et en cas de défaut, les clauses et garanties peuvent faire très mal. Perte du bien et pénalité selon le contrat. Pour le vendeur, les avantages. Vendre plus vite, élargir le nombre d'acheteurs, percevoir des intérêts et se protéger juridiquement avec des garanties comme le privilège du vendeur et la clause résolutoire. Pour le vendeur, les inconvénients. Il faut vérifier sérieusement la solvabilité de l'acheteur pour limiter le risque d'impayé et il faut bétonner les garanties pour être protégé en cas de défaut. Le crédit vendeur, c'est une vraie solution dans un marché tendu, ça peut débloquer une vente et permettre d'acheter quand la banque ferme la porte. Mais c'est un outil à manier au scalpel, notaire, garantie, échéancier réaliste et idéalement une assurance. Sur Pick & Tip, tu trouveras le topic crédit vendeur en France avec la checklist des points à ne pas oublier si tu utilises cette méthode pour acheter ou vendre un bien. Tu le trouveras sur le site web de Pick & Tip. Abonne-toi. Ici, on parle immobilier et investissement sans langue de bois.